Alors, merci Madame la Présidente, merci pour votre confiance. Je ne suis pas sûre que ma communication va contribuer à lever la perplexité, mais merci surtout, vous l'avez dit, d'avoir accepté de venir à Lille et de présider cette séance. Effectivement, vous comptez parmi les personnes qui m'ont donné envie de faire du droit international et plus encore de l'enseigner pour communiquer, essayer de communiquer le virus de cette discipline formidable aux étudiants, et je suis assez heureuse de voir que dans l'amphi, effectivement, il y a quelques têtes connues, y compris des étudiants de licence 1. Merci pour votre courage, Alex Spécialiste. Ça n'est peut-être pas la façon la plus simple d'aborder le droit international en première année. Et évidemment, je suis aussi émue de parler devant mon père spirituel, Alain Pellet, mais je ne continue pas dans les sentiments, le temps m'est compté, même si je dépasserai légèrement les 15 minutes prévues, puisque je tiens à vous informer que Madame Fouchard n'a pas pu se joindre à nous, et que dès lors, dans ma communication, j'ai introduit quelques éléments pour évoquer les rapports entre droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme, ce qui justifie en partie seulement le dépassement de mon temps de parole. Alors, sans transition, ma communication porte donc sur les effets ambivalents de la lex specialis. L'observation des effets qui sont produits in concreto par l'application de l'adage lex specialis, qu'elle soit une règle d'interprétation ou une règle de conflit, comme il a été précisé ce matin, constitue, me semble-t-il, le point charnière de cette journée d'études. Cette observation permet en effet de constater l'existence d'une relation de cause à effet, celle qui s'établit entre la fluidité, le caractère flou de la règle, qui ont été évoqués ce matin brillamment par les orateurs Mario Prost et Vincent Correia, et l'utilisation largement empirique qui est faite de cette règle par les acteurs du droit international, compris lato sensu. La lex specialis constitue en effet un outil parmi d'autres dans la boîte à outils de l'internationaliste qui lui permet de connecter entre eux les régimes juridiques, régimes qui sont conçus comme autant d'éléments des rouages du droit international. Autrement dit, il s'agit d'articuler entre eux le relatif et l'universel, le pluriel et le singulier, en vue d'assurer, par une expression que j'aime beaucoup, assurer la diversité dans l'unité et par conséquent remédier autant que faire se peut aux effets pervers de la fragmentation. Lorsqu'on pénètre toutefois les arcanes du rapport spécialité-généralité et qu'on examine attentivement les résultats auxquels aboutit l'application de l'adage, on est bien en peine de déceler l'expression d'approche formalisée qui conduirait l'interprète à identifier de manière systématique et prévisible des solutions. Alors évidemment, sans doute serait-ce trop attendre de la lex specialis qu'elle offre une vision rationalisée d'une réalité qui ne l'est pas, puisque la règle, on le sait, est appliquée par différents acteurs, les acteurs judiciaires, les acteurs diplomatiques et plus largement les acteurs institutionnels, et je pense ici aux organisations internationales. Mais la règle, encore, est-elle appliquée dans différentes situations normatives. Elle va être appliquée pour coordonner les dispositions d'un même instrument juridique, les dispositions de deux instruments de même nature, voire les dispositions d'instruments juridiques de nature différente. Alors, cela dit, il est vrai que lorsqu'on cherche à mesurer les effets de la lex specialis, on a inévitablement l'impression que le fonctionnement des engrenages qui illustrent l'affiche de cette journée d'études, eh bien, le fonctionnement de ces engrenages relève bien plus du bricolage des interprètes, et d'ailleurs Alain ce matin a parlé de bricolage, que d'une mécanique bien huilée, dont les enchaînements révéleraient des automatismes. Et c'est en cela, comme l'a souligné Dirk Pulkowski ce matin, c'est en cela que le rôle de l'interprète est crucial, bien sûr. Contrairement à ce qui pourrait être attendu de sa fonction première, la lex specialis n'agit pas nécessairement en termes de dérogation par priorité. Le droit spécial n'évince pas toujours le droit plus général, et je crois utile de souligner ce que j'entends par droit plus général. Le droit plus général, c'est évidemment le droit international général, mais c'est également le droit spécial qui sera vu comme droit plus général par rapport à la situation que l'interprète doit appréhender.
Donc le droit spécial n'agit pas forcément par éviction du droit plus général, il agit aussi par consolidation, en procédant à l'application de ce droit ou en le complétant, des droits déterminés de ce droit plus général. Tout dépendra finalement du contexte, et notamment de l'incompatibilité éventuelle des normes en présence et du degré de cette incompatibilité. Et tout dépendra aussi, on l'a dit ce matin, de la nature et du rôle de l'interprète qui est chargé d'identifier la règle applicable en l'espèce. Alors pour ma part, j'ai choisi de nourrir ma démonstration par des exemples tirés de la jurisprudence de la Cour mondiale, déjà parce que c'est la juridiction qui a une compétence générale en droit international, et puis aussi parce qu'il faut bien faire un choix pour une intervention de 15 minutes, mais je tiens à dire que ce que fait la Cour permanente d'arbitrage, la Cour pénale internationale, les tribunaux pénaux internationaux, le CIRDI, enfin d'autres interprètes, donc, pourraient tout à fait se retrouver dans les lignes de ma communication. Alors la dialectique entre spécialité et généralité ne se comprend pas uniquement, donc je vous l'ai dit, en termes de dérogation et d'application exclusive d'un droit. Elle se comprend aussi en termes de complémentarité des droits, et c'est ce que je vais tenter de démontrer. S'agissant en premier lieu de la relation d'exclusivité qui s'établit entre le droit spécial et le droit plus général, elle est sans doute celle à laquelle on s'attend le plus, compte tenu de la formulation même de l'adage, lex specialis derogat generali. Alors cette relation d'exclusivité se déploie bien sûr de manière attendue quand on adopte le point de vue du régime spécial, c'est-à-dire le régime spécial exclut le régime plus général, mais elle se déploie aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire le régime général exclut le régime spécial, et ce sera les deux points de mon premier temps d'intervention. Alors, dans certaines hypothèses, le droit spécial pertinent s'applique un point c'est tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport sur la fragmentation de la Commission du droit international. Le constat vaut a priori, évidemment, pour les régimes autonomes ou régimes spéciaux self-contained regimes évoqués ce matin par Dirk Pulkowski, puisque, on le sait, dans ces régimes, les règles secondaires jugées plus efficaces ont vocation à exclure les mécanismes du droit général. Alors, les formes de régimes généraux, de régimes spéciaux, autonomes sont visées à l'article 55, des articles sur la responsabilité de l'État, à l'article 64 du projet d'article sur la responsabilité des organisations internationales, et je ne citerai que deux exemples. Un qui a été cité ce matin par Dirk Pulkowski lui-même, c'est le droit diplomatique, qualifié de régime se suffisant à lui-même par la Cour. Et puis, quant à l'Union européenne, je ne peux que songer au débat que j'ai eu avec mon amie ici présente, Myriam Carabeau, sur l'affaire Mox. Donc, ces deux affaires témoignant de l'autonomie des branches du droit. Le constat vaut aussi, a priori, pour les relations entre les règles coutumières et les règles conventionnelles, plus précises, qui auraient vocation à exclure les premières. C'est ce que la Cour internationale de justice a souligné dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Alors, à ce stade, quand on regarde la relation entre règles conventionnelles et règles coutumières, on s'aperçoit que le droit spécial n'a pas vocation à exclure seulement les règles secondaires, mais aussi les règles primaires. Alors, je prendrai un exemple totalement fortuit, l'exemple de l'affaire Eurotunnel. Dans l'affaire Eurotunnel, les arbitres excluent l'application du droit international coutumier des investissements au profit de la seule lex specialis qui est constituée par le traité de Canterbury et la concession quadripartite qui régissent les relations entre les concessionnaires, c'est-à-dire la société Eurotunnel, et les concédants, l'État français et le Royaume-Uni. Et donc, les arbitres excluent le droit international des investissements coutumiers au motif que le tunnel sous la Manche ne peut vraiment pas être considéré comme un investissement étranger de l'un quelconque des deux pays, et dès lors, c'est la lex specialis qui s'applique exclusivement. De la même façon, mais je passerai très vite puisque l'affaire a été évoquée ce matin, l'affaire du vapeur Wimbledon, la Cour permanente de justice internationale estime que les stipulations du traité de Versailles relatives au canal de Kiel s'appliquent exclusivement et évincent le droit applicable aux autres voies navigables d'Allemagne. Sinon, dit la Cour, le traité de Versailles perdrait sa raison d'être. Alors, cela dit, l'existence de régimes spéciaux n'emporte qu'une présomption générale d'application privilégiée et exclusive.
présomption qui est soumise à un examen détaillé du juge. Et je trouve que l'arrêt qui a été rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire relative des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay est particulièrement révélateur de cet examen très pointu auquel procède le juge. Le juge pondère dans cette affaire l'application de la règle spéciale. Ainsi, la Cour refuse, contrairement à ce que lui demandaient les États parties, l'Uruguay et l'Argentine, la Cour refuse de prendre en compte les conventions internationales générales en matière de protection de l'environnement pour faire prévaloir la lex specialis, le droit applicable uniquement au fleuve Uruguay. Elle refuse de prendre en compte ces conventions au moment de l'établissement de sa compétence. Néanmoins, elle va prendre en compte ces conventions pour interpréter le droit spécial, notamment en matière de protection de la biodiversité. Et à l'inverse, elle refusera d'exclure le droit international général relatif à l'indemnisation au prétexte que seule la lex specialis s'appliquerait. Donc on voit bien ici comment le juge spécial pondère l'application, international pondère l'application du régime spécial qui régissait le statut du fleuve. Alors la même prétention à l'exclusivité se retrouve dans l'application du droit général et ce sera mon deuxième point. En effet, l'interprète va considérer que ce qui est spécial doit le rester et ne pas interférer dans l'interprétation du droit général. Dans l'affaire de la société Barcelona Traction, la Cour refuse de lever le voile social en interprétant le droit international à l'aune de certains développements particuliers, dont elle précise « Il s'agit de procédés bien particuliers découlant des circonstances propres aux situations en cause. Vouloir en tirer des analogies et des conclusions applicables dans d'autres domaines, c'est méconnaître leur nature particulière de lex specialis et s'exposer par conséquent à des erreurs. » De la même manière, presque 40 ans plus tard, dans l'affaire de l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour considérera que rien ne justifie qu'elle s'écarte du critère du contrôle effectif exercé par l'État dont la responsabilité est recherchée, critère qu'elle avait dégagé auparavant dans l'affaire Nicaragua. Et donc la Cour refuse de tenir compte de l'interprétation et de la doctrine du critère global retenu par la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadić. Dans l'affaire Diallo, enfin, au stade des exceptions préliminaires, la Cour rejette l'idée selon lesquelles les règles de protection diplomatique auraient évolué sous l'influence des conventions internationales en matière d'investissement et de la jurisprudence du CIRDI. Et pour trancher l'affaire au fond, toujours l'affaire Diallo, la Cour va refuser de prendre en compte l'interprétation des cours interaméricaines et européennes des droits de l'homme pour apprécier les violations dont M. Diallo a fait l'objet. Alors, pourtant, les arrêts rendus par la Cour dans ces deux affaires, Diallo et génocide, ont souvent été interprétés par la doctrine comme des vecteurs d'unité du droit international. Et comme finalement la manifestation de ce que le président Canivet appelait la bénévolence des juges. La bénévolence des juges, c'est-à-dire le fait que les juges acceptent la circulation horizontale des jurisprudences et reprennent à leur compte les jurisprudences d'autres juridictions. Et à mon sens, cette interprétation doctrinale est tout à fait justifiée. Elle repose sur l'espèce de profession de foi que fait la Cour internationale de justice. Dans l'affaire de la Convention génocide, la Cour souligne qu'elle attache la plus haute importance aux arrêts du tribunal et de manière redondante, à la phrase d'après, elle explique qu'elle tient le plus grand compte de ces arrêts. Et dans l'affaire Diallo, la Cour va reconnaître l'importance de conformer sa propre interprétation du pacte international à celle du comité chargé d'appliquer ce pacte, au nom de la nécessaire clarté et de l'indépendance et de l'indispensable cohérence du droit international ainsi que de la sécurité juridique. Alors cette conception qui est développée par la Cour ici repose ou correspond à une interaction positive entre le droit spécial et le droit plus général, interaction positive qui me conduit tout naturellement au second temps de mon analyse, consacrée à la relation de complémentarité qui se développe entre ces deux corpus. Avec la complémentarité, on touche du doigt la porosité des régimes juridiques, même les plus spéciaux, et la fluidité qui était évoquée par Mario Prost ce matin, dès lors que ces régimes ne s'opposent pas, évidemment, de manière radicale, qui ne sont pas frappés d'incompatibilité.
Avec la complémentarité, on est aussi placé face à un paradoxe. On est face à des régimes spéciaux qui prétendent influencer le droit général, alors même qu'ils ont vocation à y échapper en tout ou partie. Alors cette influence réciproque peut être plus ou moins étendue, selon que le droit spécial est compris comme une application particulière du droit général, voire comme un véritable enrichissement de celui-ci. Le plus souvent, dans la jurisprudence de la Cour, mais je vous l'ai dit, d'autres cours aussi, le droit général est considéré comme la trame de fond du droit spécial. Et ce sera mon premier point. Alors, les exemples sont légion, qui témoignent de la préférence des interprètes pour la fameuse intégration systémique, qui était appelée de ses voeux par la Commission du droit international dans son rapport sur la fragmentation. Et je prendrai 3 exemples pour aller vite. Alors justement, le premier exemple, c'est l'application cumulée du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Et je pense que c'est vraiment une illustration patente de l'intégration systémique qui est faite par la Cour. Alors, dans les avis consultatifs de la Cour, avis sur les armes nucléaires et avis sur le mur en territoire palestinien, la Cour estime que la protection offerte par les droits de l'homme ne cesse pas en période de conflit armé. Elle ne cesse pas automatiquement, en tout cas, si ce n'est par le jeu des clauses dérogatoires du droit international humanitaire. Et lorsqu'on observe l'interprétation qui est faite par le juge, on s'aperçoit que le juge procède à l'articulation des 2 corps de règles de la façon suivante. Il estime que c'est à l'aune du droit des conflits armés, en tant que lex-spécialis, qu'on doit apprécier le caractère arbitraire ou non de la privation du droit à la vie, et donc qu'on doit apprécier s'il existe une violation du pacte international, compris ici comme droit général. Alors, beaucoup d'auteurs de doctrine, mais aussi le rapporteur des Nations Unies sur les exécutions forcées ou la Cour européenne des droits de l'homme ont développé cette idée d'application cumulée en expliquant que les protections offertes par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme étaient coextensives. Je les cite ici. C'est-à-dire que le droit international humanitaire se glisserait systématiquement dans les interstices laissés vacants. Le droit international des droits de l'homme se glisserait systématiquement dans les interstices laissés vacants par le droit international humanitaire, quelles que soient les circonstances, de manière à offrir une meilleure garantie pour la protection des droits fondamentaux. Et cela vaut notamment, et la Cour européenne des droits de l'homme a développé une grande jurisprudence sur ce point, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais cela vaut notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, le raisonnement qui est suivi par la Cour internationale pour connecter le droit spécial au droit plus général n'est toutefois pas linéaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'automaticité dans la pratique de la Cour, et ça se voit notamment quand on considère la manière dont la Cour fixe l'ordre de priorité dans lequel elle examine les règles ayant vocation à s'appliquer. Généralement, la Cour estime qu'il convient d'aller du particulier au général, ce qui paraît assez logique en soi. C'est-à-dire, elle estime que c'est le droit spécial qui est décisif et déterminant, et qui donc doit être pris en compte dans un premier temps, même s'il n'exclut pas la prise en compte dans un second temps du droit général. C'est ce qu'elle a fait dans plusieurs affaires, j'en cite 2, Gapchikovo-Naguimaros et différents territoriales et maritimes, Nicaragua contre Colombie. C'est seulement si le régime spécial s'avère inopérant, nous dit la Cour, que alors le droit général va être pris de manière détaillée en considération dans un second temps d'analyse. Ainsi, dans l'affaire Diallo, la Cour précise que le droit de la protection diplomatique intervient de manière subsidiaire en matière de protection des droits des sociétés et des actionnaires, du fait, bien évidemment, du droit international des investissements qui s'est développé et qui est plus efficace. Parfois même, la Cour explique que le régime spécial reçoit en partie son sens du régime général qu'il prétendait écarter. C'est ce qu'elle a fait dans l'affaire des plateformes pétrolières. Les États-Unis entendaient appliquer un traité d'amitié irano-américain, et les États-Unis pensaient que ce traité excluait le principe général d'interdiction du recours à la force et d'une manière générale les règles internationales régissant le recours à la force. Et la Cour explique que ce traité irano-américain ne peut recevoir de sens que si le droit international général encadrant le recours à la force existe.
Alors, ceci dit, voilà. Cet ordre chronologique est parfois bouleversé, et il est bouleversé quand ça arrange la Cour. Dans son avis contesté, je ne dis pas contestable, mais contesté en tout cas, sur la déclaration d'indépendance du Kosovo, la Cour va s'écarter de sa chronologie habituelle parce que ça l'arrange bien. Au lieu de considérer d'abord l'application du droit spécial, c'est-à-dire la résolution 1244, pour examiner si la déclaration d'indépendance du Kosovo est conforme à ce droit spécial, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, je m'excuse auprès des étudiants, eh bien la Cour va d'abord examiner si la déclaration d'indépendance est conforme au droit international général. Ce qui a été très critiqué, et je partage assez les critiques formulées par un grand nombre de juges de la Cour dans leurs opinions dissidentes, parce qu'effectivement, c'est assez complexe de savoir si le droit international interdit ce genre de déclaration d'indépendance, vu qu'il ne les favorise pas ni ne les interdit. Alors, apprécier la licéité, c'est complexe. Mais on voit bien, du coup, comment la Cour tourne l'ordre chronologique parce que, en l'occurrence, cela va dans le sens de la solution qu'elle veut consacrer. Alors, dernier point, et je me presse, l'interconnexion des droits entraîne parfois un enrichissement du droit international général. Et j'irai très vite, non pas parce que je n'ai plus de temps, même si c'est le cas, mais parce que je pense que Concepción Escobar Hernández nous en parlera bien mieux que moi. Cette interconnexion positive au sens de l'enrichissement, elle se voit un peu au niveau de l'interprétation. Je songe à l'affaire Diallo. Et je songe notamment à tout ce que dit la Cour, et je pourrais en parler pendant les débats, tout ce que dit la Cour sur la procédure d'expulsion. Elle se nourrit des interprétations des organes des droits de l'homme pour interpréter très largement les droits afférents à l'absence de procédure d'expulsion arbitraire, etc. Mais je pense toutefois que, compte tenu de l'office du juge, qui conditionne forcément son action, c'est plus au plan de la Commission du droit international ou au plan tout simplement de l'élaboration des conventions qu'on voit cet enrichissement. Je donnerai un seul exemple, l'article 7 du statut de Rome, qui a repris à son compte les disparitions forcées comme élément constitutif des crimes contre l'humanité, alors que ces disparitions forcées, avant d'avoir une vocation à l'universalité, étaient uniquement une incrimination de la Convention américaine des droits de l'homme. Pour conclure, on peut se demander finalement ce qui explique le caractère très variable des effets produits par l'application de la lex specialis, puisque entre une exclusion totale des relations droit spécial, droit général et une complémentarité très positive, comment l'expliquer ? Il me semble très classiquement qu'il faut y voir la sagesse de l'interprète, qui cherche avec bon sens à promouvoir toujours des solutions équilibrées et harmonieuses, même s'il faut un petit peu tirer sur le cadre du droit pour cela, dans le but de promouvoir l'expression d'un pluralisme juridique raisonnable. Je vous remercie. Bien, merci chère Muriel pour cet exposé effectivement très riche. Alors, vous avez parlé d'un droit spécial qui serait plus général. Est-ce qu'on pourrait renverser la proposition et parler d'un droit spécial qui serait moins spécial ? Quelle est laquelle des deux formules est la plus juste ? Je ne sais pas. D'un autre côté, ce qui, par rapport au schéma que nous avons derrière nous, des rouages, à vous écouter, moi j'avais plutôt le sentiment d'une espèce de mécanique des fluides, de dynamique des fluides, qui me paraîtrait représenter assez bien les questions que vous avez abordées au fond de la circulation normative. De même, dans les exemples que vous donnez, il me semble que de façon sous-jacente, il y a finalement cette question fondamentale qu'on voit bien, qui est quel est finalement le processus coutumier garde toujours son mystère, parce que tout nous amène ici à penser, à nous interroger sur la fabrication du droit international général, d'une part, et même à la question, est-ce que droit international général et droit coutumier, c'est absolument la même chose ? Dans quelle mesure la lex specialis nourrit et peut nourrir le droit international général et peut aboutir
à un processus coutumier. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on bloque la lex specialis, enfin pas systématiquement, mais assez souvent, ce qui nous amène à nous dire, mais alors à quelles conditions on a des coutumes, ou comment peut-on arriver à la coutume. Enfin, pour dernière remarque que je ferai sur cet exposé et ce qui a été dit ce matin, c'est quand même l'interrogation à propos du statut du champ normatif des droits de l'homme, parce qu'il est présenté au fond comme un droit spécial, comme une branche spéciale. Or, cette spécialité a une tendance à s'étendre de façon générale et à s'introduire dans tous les autres domaines du droit. Donc, est-ce qu'on n'assiste pas là à la généralisation des droits de l'homme dans le droit international, qu'il soit général ou qu'il soit spécial? Donc, il y a des relations très complexes qui sont bien mises en lumière ici. Donc, je ne sais pas si on arrivera à surmonter tous les mystères de l'élect spécialiste, mais en tous les cas, on voit parfaitement bien, je crois, les relations très complexes qui sont derrière cette question technique, apparemment technique, et les problèmes de fond que cela soulève quant aux sources du droit et quant surtout, je crois, à la formation du droit international.